Bienvenue sur Anatio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans la série C'est quoi les violences, nous avons abordé les notions de violence intrafamiliale et en particulier de contrôle coercitif. Nous avons couvert les notions de droit, de psychologie sociale, de violences économiques et enfin de santé de l'adulte avec Madame Fatima Le Grégueur-Attic. Dans le précédent podcast, nous avons abordé une toute autre thématique, l'audition de l'enfant avec Maître Anne-Marion de Cailleux. Aujourd'hui, Anatio, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il des questions de maltraitance des enfants dans un contexte de violence intrafamiliale et de contrôle coercitif? Et comment les entendre? Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager l'interview réalisée avec le docteur Myriam Pearson. Myriam Pearson est médecin spécialisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle a essentiellement travaillé dans le monde de la petite enfance, c'est-à-dire pour des enfants de 0 à 6 ans, avec consultation pluridisciplinaire en CAMS, en tant que médecin coordinateur d'une équipe de 15 personnes, et en néonatologie, où elle réalisait des consultations conjointes avec un pédiatre pour un dépistage précoce auprès d'enfants prématurés, de troubles du développement, de troubles des interactions et éventuellement de maltraitance. Elle intervenait aussi en IME, en CESAD et dans une association de sauvegarde pour l'évaluation des enfants dans le cadre d'AEMO et de mesures judiciaires. Enfin, elle est experte près la Cour d'appel de Nancy auprès de mineurs victimes et parfois de mineurs auteurs. Comme très bien expliqué dans son livre, le bébé maltraité se tait, mais il parle. Elle va donc non seulement nous partager son expertise de l'enfant maltraité, mais également l'importance de se mettre à la portée de l'enfant, de l'écouter afin de détecter le moindre signe de maltraitance. Nous aborderons donc dans ce podcast une définition de la maltraitance avec ce qu'elle couvre, ainsi que son lien avec le contrôle coercitif, les impacts de la maltraitance chez l'enfant, des outils pour détecter les signes de la maltraitance, notamment au travers du langage non verbal, comment détecter ces signes en justice et entendre l'enfant, enfin, au-delà de la justice, quelles sont les autres solutions pour le protéger? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, docteur Pearson. Bonjour. Merci pour votre participation à ce podcast. Alors, l'objectif du jour, c'est d'échanger aujourd'hui sur Anatio pour l'enfance protégée, c'est l'enfant au centre, et échanger sur les violences intrafamiliales et notamment les maltraitances issues des violences intrafamiliales et du contrôle coercitif. Alors, si vous permettez, avant de commencer, je vais me permettre de vous citer. Vous dites qu'un bébé ou un très jeune enfant victime de violences intrafamiliales, c'est inimaginable pour beaucoup d'entre nous. C'est impensable, ce qui entraîne une banalisation de leur souffrance et de la réalité du traumatisme, une occultation, la rationalisation erronée des signes et symptômes, le plus souvent non verbaux. Et vous évoquez une pathologie du silence pour l'enfant, d'autant que enfant, ça vient de infants, qui signifie qu'il ne parle pas. L'idée, c'est bien ça, c'est d'aborder cette notion de maltraitance issue des violences intrafamiliales et de contrôle coercitif également. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la maltraitance? Alors oui, volontiers, en étant complètement d'accord avec ce que vous rappelez de ce que j'ai dit, qui est en effet que les bébés et les petits, c'est vraiment inimaginable, impensable, et qu'ils sont le plus souvent ignorés dans leurs signaux de beaucoup, puisqu'on en parlera, il y a vraiment un problème de formation professionnelle et de reconnaissance de ces signes qui leur sont assez spécifiques, puisqu'effectivement, c'est pour une partie d'entre eux avant le langage.
J'aimerais quand même préciser que dans le champ des maltraitances qui sont commises sur les enfants peuvent être victimes dans la sphère familiale de ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Et ces violences intrafamiliales, elles recouvrent toute une série de maltraitances, les maltraitances physiques, les maltraitances psychologiques, les maltraitances sexuelles et les négligences. Ça, c'est le cadre de la définition de l'OMS qui décrit très bien les maltraitances que subissent les bébés, les enfants et tout enfant qui est en situation d'être mineur et donc par la loi dépendant de ses parents. Quand vous parlez de contrôle coercitif, c'est effectivement une forme de violence qui est exercée aux enfants, mais ça n'appartient pas aux maltraitances. Le contrôle coercitif, c'est un mécanisme d'action qui est exercé par les personnes qui exercent des violences conjugales sur le conjoint. Le plus souvent des hommes sur des femmes, mais aussi des femmes sur des hommes. Et le contrôle coercitif, c'est un mécanisme, c'est pas une violence ou une maltraitance. Et dans le contrôle coercitif, on peut décliner de nombreuses formes de violence exercées sur les enfants, puisque les enfants, dans le cadre d'un couple, puisqu'on va se mettre dans le cadre des couples, où règnent les violences conjugales, les enfants sont d'emblée de facto victimes des violences conjugales au sens judiciaire du terme. Et je rappelle que les lois de mai 2016 ont décrit qu'un enfant qui est ne serait-ce que spectateur de violences conjugales est lui-même victime. On sait que de voir des violences, et c'est tout un sujet actuel, hein, on ne peut pas le développer, mais toute l'exposition aux violences, notamment sur les réseaux sociaux, etc., entraîne des lésions. Et on a des études maintenant très affinées sur les dégâts consécutifs aux violences conjugales et aux violences maltraitances dont sont victimes les enfants. Ces dégâts sont visibles sur le plan neurologique, sur le plan biologique et immunologique. Ils ont des conséquences, bien entendu, et ces violences ont un impact sur les enfants par le biais de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Oui, vous faites bien de souligner. Donc, un enfant peut être simplement témoin ou directement Oui. victime. Il y avait déjà la Convention d'Istanbul qui avait, en 2011, posé ce point. Un enfant témoin était également un enfant victime et l'enfant peut être directement victime et cela entraîne des dégâts, comme vous dites, des lésions. Et donc, on va parler. Alors, quels sont ces impacts pour les enfants victimes de maltraitance? Alors, je veux juste rappeler que la législation française, malgré la Convention d'Istanbul en 2011, n'a statué sur ce statut de victime qu'en 2016. Oui, c'est ce que vous disiez, en mai Voilà, 2013. donc Oui, tout à fait. il est aujourd'hui authentifié, voilà, et les avocats d'enfants notamment s'appuient sur ces lois. Oui. Alors, c'est pour rappeler que dans le cadre alors des violences conjugales, les enfants font partie intégrante des victimes du contrôle coercitif et de ce qu'on appelle les micro-régulations de l'auteur des violences conjugales. Et donc, ils le sont par le biais de ce qu'ils voient faire aux parents maltraités, et ils le sont pour eux-mêmes dans différents domaines. C'est ça. Alors, il faut déjà rappeler une chose très importante, c'est que les enfants qui ont un parent auteur de violences conjugales ne sont pas l'objet d'affection et d'attachement de la part de cet auteur de violences conjugales. L'auteur de violences conjugales, je le dis clairement, n'aime pas ses enfants. Les enfants sont un moyen d'atteindre l'autre conjoint et sont un puissant moyen affectif et psychologique d'atteindre, de détruire, d'abîmer le conjoint maltraité. Et ils n'ont mais aucune considération pour leur enfant en tant que parents, qui serait une source d'attachement et une source de sécurité et une source de bien-être. Comme on le sait, et l'étude des 1000 jours l'a montré, les parents constituent des bases d'attachement sécure et constituent des bases de sécurité affective sur lesquelles se construisent ensuite les personnalités des enfants. Donc, le parent auteur de violences conjugales, c'est important de le dire parce que je pense qu'on ne le dit pas assez.
se, j'allais dire, je vais être triviale, n'en a rien à faire de ses enfants. Il faut le dire. Très bien. Ces enfants sont des moyens d'atteindre l'autre parent. Aux parents, c'est ça. Je me permets de citer un précédent podcast réalisé avec Francisca Toledo sur les comportements, les tactiques des auteurs de contrôle coercitif et l'impact et le lien en termes de féminicide et d'infanticide. Et elle disait qu'en Espagne, cette violence-là est reconnue. Ça s'appelle de la violence vicariante. Oui, L'idée, c'est vraiment de blesser l'enfant pour atteindre le parent protecteur. Donc exactement ce que vous évoquez. Et donc l'enfant est utilisé aussi pour surveiller les allées et venues de la mère. Bon, quand il s'agit de la mère qui est victime, l'enfant est directement blessé quand l'autre parent calomnie sans arrêt le parent victime. Il est parfois utilisé pour exercer des actes de menace ou de violence auprès du parent victime. Tout est fait pour l'utiliser pour atteindre le parent victime. voilà. Alors en fait, on va pas avoir le temps de détailler, mais il y a à la fois une volonté d'atteindre ce que l'autre parent a de plus cher, et le plus souvent, c'est des femmes victimes de violences, et les femmes qui sont atteintes dans leur attachement maternel et leur attachement parental. Et on voit bien toutes les affaires actuelles qui montrent la destructivité de ces processus et les conséquences. Donc, le parent auteur de violences conjugales, je ne sais même pas si on peut l'appeler parent, utilise les enfants pour atteindre l'autre parent. Oui. Et en effet, dans les conséquences, pareil, on ne va pas avoir le temps de le détailler malheureusement, mais dans les conséquences des violences qu'exerce le parent auteur, l'enfant victime se retrouve, comme d'ailleurs la mère, mais l'enfant victime développe donc un syndrome post-traumatique. Et à la suite de ce syndrome post-traumatique, dans les développements systémiques d'identification, parfois les enfants n'ont pas d'autre choix que de s'identifier aux auteurs. Certains s'identifient aux parents victimes, d'autres s'identifient aux parents auteurs. Et dans ces identifications aux parents auteurs, ils peuvent être en effet violents à l'égard du parent maltraité. C'est ça. Ils peuvent être aussi utilisés par le parent, manipulés. Ils peuvent être effectivement contrôlés pour faire du mal ou pour rapporter ou manipuler, oui, vraiment, dans le sens emprise sur l'enfant, pour être des indicateurs, pour être des rapporteurs, à leur insu le plus souvent, de ce que fait le parent. Mais les enfants, pour en avoir suivi un certain nombre, vont se rendre compte de ces mécanismes-là plus tard. Et pour certains d'entre eux, s'y opposer, en développant des stratégies qui sont extrêmement, comment dire, qui ont un impact là aussi sur eux, très important, puisque ces enfants sont constamment sur le qui-vive, sont constamment à développer des stratégies pour s'opposer, pour contrôler à leur tour, pour réguler. Enfin, c'est vraiment tout un système qui est en grande difficulté. Mais en tout cas, je voudrais revenir à votre question, c'est quels sont les domaines où l'enfant peut être victime du parent auteur de violences conjugales? Et il peut être victime physiquement, il peut recevoir des coups, il peut être abîmé, brûlé, maltraité, agressé. Il y a des enfants victimes de violences physiques très importantes. Il peut être victime de violences, il l'est toujours, de violences psychologiques, ne serait-ce que parce qu'il est témoin et qu'il voit le parent victime de violences, il voit le parent qui s'effondre progressivement, il ressent une forte impuissance dans sa volonté de protéger. Et ça, beaucoup d'enfants en parlent après, quand on les suit en thérapie. Il se sent impuissant. Il est parentalisé, ce qui est aussi une violence, puisqu'on lui fait prendre un rôle qui n'est pas le sien. Il est parentalisé dans la protection du parent agressé. Il est parentalisé dans les manipulations de l'autre parent pour contrôler, surveiller. Il ne vit plus, en quelque sorte, sa vie d'enfant. Il vit des violences sexuelles très fréquentes. L'association violence conjugale, violence sexuelle est extrêmement fréquente, et j'ai de plus en plus de situations qui montrent chez les bébés et les petits l'association violence conjugale et violence sexuelle sur eux. Elle est totalement ignorée des professionnels, elle est pratiquement jamais recherchée, et pourtant elle existe. Dès qu'on la cherche, on la trouve dans une proportion qui, pour l'instant, selon les études internationales, varie de 50 à 85% de cas. Donc, ce sont des chiffres, c'est des statistiques. Je pense qu'elles ont le mérite de poser les choses. En tout cas, elles ont aussi le mérite de nous attirer sur le fait
que c'est extrêmement fréquent et qu'à condition qu'on les cherche, on les trouve. Mmh. Si on connaît le langage des enfants bébés maltraités sexuellement, on le trouve dans un nombre très élevé de cas. Mmh. Et enfin, on a des négligences et des violences économiques. Des négligences parce que le parent auteur de violences conjugales ne s'occupe pas de ses enfants, les délaisse au sens des négligences, ne pourvoit pas à ses besoins fondamentaux le plus souvent. Et les violences économiques, comme c'est bien détaillé dans votre podcast, les enfants font partie des victimes économiques et financières des violences conjugaux. Ils sont, par le biais des non-paiements des pensions alimentaires, par le biais des, Refus de moi j'ai des soins. cas en particulier, l'absence de soins ou de l'entrave aux soins, des violents conjugaux qui vont venir interrompre les soins psychologiques, qui vont aller menacer les psychologues qui parlent de ce que vivent les enfants victimes, par le biais de venir systématiquement voir les personnes qui donnent des soins, les médecins, exercer une certaine forme d'emprise, voire de menace sur ces professionnels. Les professionnels ne parlent pas assez de ça, malheureusement. Et il y a aussi, on n'y pense pas, mais leur proposer des activités, leur permettre d'accéder à des études. Et il y a la micro-régulation sur les études supérieures, il y a la régulation sur les orientations vers des parcours scolaires qui seraient pertinents pour eux, avec le refus, l'entrave. Il y a aussi l'impact sur ces enfants qui sont victimes, qui vont avoir des difficultés très importantes à suivre correctement les cours. Ils sont tellement entravés, ils sont tellement occupés dans leur tête par les violences qu'ils ont des difficultés à suivre l'enseignement. Il va y avoir les régulations du téléphone portable des enfants qui ne s'aperçoivent d'ailleurs assez vite que leurs parents violents leur prend leur portable, contrôle leurs appels, les suit, met des mouchards, j'ai des exemples très précis, et les questionne ensuite sur pourquoi ils ont vu telle personne, pourquoi ils ont fait ça. Enfin, Oui. voilà, les enfants sont tout aussi témoins, donc victimes, mais aussi victimes dans tous les domaines des violences conjugales. C'est très clair. Du coup, quels sont les impacts pour ces enfants d'un point de vue de la santé? Bah, les impacts, c'est ceux du syndrome post-traumatique, avec des conséquences sur leur santé physique. Et j'ai beaucoup développé ça dans mon livre. On voit très rapidement un impact sur les courbes de poids, sur l'IMC, sur la taille, si c'est encore plus grave. Donc, on a vraiment des outils à disposition, mais qui sont encore très méconnus des médecins. Et pourtant, il y avait déjà eu des professionnels de santé très connus, dont Daniel Rapoport, qui avait publié sur les effets sur la santé, sur la croissance des maltraitances, des négligences. Et on le voit très bien chez les enfants victimes de violences conjugales. Donc, on a des effets sur la santé, sur la croissance, on a des effets sur des troubles qui vont affecter plusieurs domaines. Euh, les douleurs, l'impact immunitaire, des enfants qui vont développer des maladies, ils ont des pathologies ORL, des pathologies fonctionnelles somatiques, ils ont des pathologies immunitaires, ils sont plus souvent malades. Ils ont des pathologies plus spécifiques. Les enfants victimes de violences sexuelles vont, par exemple, et c'est très connu maintenant, on a des données là-dessus, développer, par exemple, des angines quand ils subissent des fellations, vont développer des pathologies urinaires, gynécologiques, des pathologies digestives, dont un exemple, c'est les constipations en coprésie, quand il y a des viols rectaux. Il y a des pathologies de la santé globale, des dépressions, des troubles anxieux, des troubles du sommeil qui impactent même sur la croissance, des troubles de sommeil qui impactent sur une fatigue très importante qui va elle aussi contribuer à l'altération de la disponibilité de l'enfant à la scolarité et aux informations et au développement normal, harmonieux des enfants. On a des troubles du comportement, une agressivité, une auto-hétéroagressivité qui vont retentir sur leur sociabilité, sur leur inclusion dans la vie sociale des enfants et des adolescents. C'est d'ailleurs des moyens de repère des violences qu'ils subissent et très précocement. Ils ont des automutilations.
Ils peuvent se taper dessus, chez les bébés, c'est très spectaculaire, hein, des petits, des enfants qui se tapent la tête contre les murs, qui peuvent se mutiler, s'agresser, se tirer les cheveux, agresser les autres enfants. Il y a la masturbation, qui est un signe de violence sexuelle, très important, masturbation compulsive, et qui n'est pas, comme le disent des gens, qui ne veulent pas voir, qui veulent pas entendre, une exploration normale du corps. Vous savez, docteur, Oui. c'est une exploration normale. Mais non, pas du tout. Je ne nie pas l'exploration des enfants, et la curiosité, saine de la différence des anatomies et des corps. Elle existe bien sûr, toute personne qui est en contact avec des enfants le voit, mais là, c'est pas ça dont il s'agit. C'est des masturbations répétées qui ne tiennent pas compte des interdits, qui ne se limitent pas, qui se produisent devant du monde, qui sont insensibles aux demandes de limites ou d'aller ailleurs. On voit aussi des attaques sexuelles d'enfants sur d'autres enfants, Oui. et ça, c'est hautement spécifique, c'est très évocateur, c'est totalement inhabituel chez des enfants qui ne subissent pas de violence. Mm. Voilà, on pourrait développer, il y a beaucoup de signes, mais là, on est, déjà dans des champs de symptômes qui doivent attirer l'attention des adultes et des professionnels qui s'occupent des enfants pour les repérer précocement et aller plus loin dans les investigations, recherches et les aider. C'est du langage non verbal, Mm. c'est du langage du corps qui est celui des petits, de toute façon, bien sûr, bien plus important que de dire. Exactement. Vous évoquiez d'autres signes comme les troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Un point intéressant que vous soulevez dans votre livre, c'est que quand on diagnostique, par exemple, donc vous évoquiez le trouble dépressif, le TDAH, c'est toujours d'aller à la source, à l'origine et d'abord regarder toute cette notion psychotrauma qui est souvent à la racine. Oui, le TDAH n'est pas une conséquence des maltraitances et du SPTT. C'est une entité neuropsychophysiologique qui aujourd'hui connaît, de mon point de vue, une inflation diagnostique non fondée, pas faite par des professionnels comme le recommande la HAS, et par contre qui est un raccourci parfois de l'instabilité psychomotrice générée par le syndrome post-traumatique chez les enfants. L'instabilité psychomotrice est un symptôme du syndrome psychotraumatique et les enfants victimes du syndrome psychotraumatique connaissent un syndrome d'hypervigilance Oui. qui est secondaire au SPT. Oui. Et donc, c'est des enfants qui vont guetter en permanence, qui vont être instables, qui sont en permanence en alerte corporelle, visuelle, d'écoute. J'ai vu ces enfants qu'on reçoit et qu'on a en expertise ou en consultation, ils guettent tout. Ils guettent la modification de la couleur du ray de lumière sous la porte. Ils guettent le moindre pas dans le couloir. Ils sont constamment en alerte. Ils posent des questions. Qui c'est qui vient? C'est qui est là? Pourquoi il y a quelqu'un qui marche? C'est qui parle? Tout le temps, ils sont en alerte. Et on voit bien comment l'économie psychique de l'enfant peut être épuisée par cet état d'alerte qui est constitutif du syndrome post-traumatique. Donc, et ça existe chez les bébés. Moi, j'ai vu des petits bébés qui sont dans les bras d'une personne et qui sont droits, raides, beaucoup trop toniques et qui passent leur temps à surveiller les alentours et qui sont pas du tout paisibles et tranquilles comme ils devraient l'être pour poursuivre leur développement. Et donc, vous imaginez l'impact que ça a sur leur développement et leur état de bien-être qui serait nécessaire au développement de leur personne. Tout à fait. Oui, alors pour terminer sur le trouble de stress post-traumatique, donc vous parliez d'hypervigilance, on peut peut-être évoquer les autres symptômes très rapidement. Alors, on a secondaire à la constitution du syndrome post-traumatique, la mémoire traumatique va générer des phobies, des conduites d'évitement, des intrusions, des réminiscences, des reviviscences sous forme de cauchemars, sous forme d'hallucinations authentiques, visuelles, enfin de pseudo-hallucinations, sous forme effectivement de sursauts, sous forme d'évitement actif. On voit chez les bébés et les petits qui, par exemple, peuvent avoir été victimes de violences sexuelles sur le matelas à changer ou dans la salle de bain ou dans les WC ou dans la baignoire, qui sont des lieux comme leur chambre et leur lit, de, des lieux très fréquents de violences sexuelles. Ils vont développer des phobies d'aller au WC, des phobies d'aller dans la baignoire, des phobies d'aller sous la douche, des phobies d'aller dans leur lit.
parce que c'est des lieux de crime. Donc, c'est aussi des indicateurs pour nous de savoir où se sont passées les violences. Tout à fait, très bien. Comment détecter ces signes? Vous évoquez des outils, notamment dans votre livre. Le bébé maltraité se tait, mais il parle. Et il existe des outils pour repérer et aider les personnes à repérer. Quels sont ces outils, s'il vous plaît? Alors, un des outils dont je me suis aperçue progressivement dans le décours de mon travail de pédopsychiatre et d'expert, c'est le carnet de santé. Le carnet de santé, s'il est bien rempli, ce qui n'est malheureusement plus tellement le cas aujourd'hui, on peut le déplorer, heu, indique par les courbes de poids, par la courbe de taille et par l'IMC, des éléments qui viennent entraver le développement somatique, le développement de taille de l'enfant. Et ces éléments-là ne sont pas spécifiques d'un type de violence. Les enfants qui subissent des maltraitances ont des altérations de la croissance par le biais d'un certain nombre de facteurs qui sont détaillés, notamment les troubles du sommeil qui retentissent sur l'hormone de croissance, etc. Par le cortisol, enfin, etc. Je ne peux pas détailler. Donc, le carnet de santé, s'il est correctement rempli, déjà par les courbes, mais aussi par l'inscription des troubles et des pathologies. On a des pathologies anormalement fréquentes chez les enfants victimes de maltraitance, du fait que les violences retentissent par le biais du cortisol et de l'adrénaline que vont déclencher le stress sur le système immunitaire, entre autres. Et ce système immunitaire, c'est maintenant très connu, très détaillé, les études le montrent, va connaître des altérations importantes et va entraîner des recrudescences ou des apparitions de maladies qui signent les syndromes post-traumatiques, l'excès de cortisol, l'excès d'adrénaline dans le corps des enfants. Mmh. On aura ainsi des troubles de l'immunité, on peut avoir des troubles cardiaques, on peut avoir des troubles épileptiques, on peut avoir des pertes de connaissance, on peut avoir des chutes qui sont souvent très banalisées chez les enfants ou considérées comme des épisodes uniques sans recherche d'étiologie. Par exemple, les épilepsies. Le déclenchement d'épilepsie lié à une augmentation de cortisol et d'adrénaline, du cortisol notamment sur le cerveau, n'est que exceptionnellement rattaché à un syndrome post-traumatique. Et il va y avoir un traitement pour soi de l'épilepsie ou des pseudo-épilepsies d'ailleurs, comme il va y avoir des confusions dans le syndrome post-traumatique, il y a des états de dissociation, j'en ai pas D'accord. parlé, mais les états dissociatifs qui entraînent des modifications du comportement très importants. Le bébé, l'enfant, paraît dans la lune, paraît ailleurs, paraît déambuler comme s'il ne répondait plus aux questions. C'est d'ailleurs assez bien repéré par les adultes dans les crèches ou dans les écoles maternelles. Et ces états dissociatifs vont faire prendre à tort pour des diagnostics d'épilepsie, d'absence épileptique, alors que ce ne sont pas des épilepsies, ce sont des états de dissociation post-traumatique dans lequel il y a des déambulations, il y a des fugues chez les ados, chez les plus jeunes, il y a des errances dans la maison, il y a des fugues du domicile, enfin il y a tout un tas de symptômes étranges qui sont rattachés à ces dissociations post-traumatiques. C'est très peu connu, hein. Oui, 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 tout à fait. Donc, il y a le carnet de santé. Vous évoquez aussi, si je me permets de le dire, Oui. le jeu traumatique, qui est le récit du trauma, en fait, quand les enfants jouent. Alors les jeux traumatiques, en effet, bon, c'est un terme qui a été pour la première fois énoncé par Hélène Romano pour décrire alors je mets entre guillemets «des jeux», mais qui ne sont pas des jeux. C'est Oui, en fait des actes automatiques qui se déroulent parce que l'enfant, par sa mémoire traumatique, est activé dans la partie trauma et il va utiliser n'importe quoi de ce qu'il a autour de lui, des jouets éventuellement, bien sûr, mais aussi des objets. Et la caractéristique des jeux traumatiques, c'est ça se passe dans des états de dissociation, ça se passe de façon automatique, ça se passe de façon involontaire et ça vient raconter des scénarios de trauma. Et par exemple, bon, des jeux traumatiques, moi j'en ai vu de très nombreux dans ma carrière de pédopsychiatre, à partir du moment où j'ai commencé à les voir, parce que je n'étais pas formée au départ pour ça. Et par exemple, je prends toujours l'exemple, j'avais dans la caisse à jouets une mallette de docteur et des enfants prenaient par exemple le thermomètre, se le mettaient dans la bouche
se mettait à avoir les yeux complètement au plafond et se mettait à lécher langoureusement le thermomètre de façon très gênante, très dérangeante et en montrant quelque chose qui pouvait ressembler à des fellations Mm. et à des agressions sexuelles dont il avait été l'objet. Ou alors, il pouvait saisir un objet et aller le mettre au niveau des parties intimes d'un adulte juste à côté de lui ou au niveau de lui-même, Mm. dans ses parties intimes, au niveau vulvo-vaginal ou au niveau rectal ou au niveau buccal, et accompagné d'un comportement qui avait un caractère d'étrangeté parce qu'il survenait souvent un peu à l'emporte-pièce et il était dans un contexte où l'enfant était manifestement plutôt ailleurs. Et c'est des éléments, si on les connaît pas, qui peuvent passer tout à fait inaperçus. Il C'est va ça. jouer, il Mm. va, heu, il va sucer un thermomètre, on lui dit: «Oh, tu es sale, arrête de sucer le thermomètre», et cetera. Mm. Alors qu'en fait, il raconte des choses. Il a un langage traumatique, il raconte, il déroule sous nos yeux un scénario dont il a été victime. C'est ça. Et c'est un langage non verbal que l'on voit à travers ce «jeu» entre guillemets, à travers Ces pseudo-jeux traumatiques, oui, ça. qui font partie du langage non verbal de l'enfant, en effet. Comme on va le voir d'ailleurs chez les enfants un tout petit peu plus grands, à partir de 2 ans, avec des dessins traumatiques Mmh. et qui sont tout à fait dans le même contexte. C'est des dessins qui ne sont pas volontaires et comme le plaisir des enfants qui dessinent, qui racontent des choses dont ils ont envie de parler ou qui dessinent les bonshommes ou les maisons, enfin, et cetera. Non, c'est des dessins qui ont un contexte tout à fait différent. Là encore, on les voit souvent ailleurs, un peu dissociés et qui se mettent à faire des dessins que très curieusement, souvent, ils ne sont pas capables de faire graphiquement Oui. dans un état normal. J'ai par exemple comme ça des enfants qui m'ont dessiné à 3 ans, 4 ans, des sexes en érection. Un enfant de 4 ans n'a pas la connaissance Oui. et ne sait pas dessiner un sexe en érection. Donc un enfant qui dessine un sexe en érection, c'est toujours extrêmement inquiétant. Mmh. Mmh. Très clair sur ces outils, donc il y a le carnet de santé, le «jeu» entre guillemets, traumatique et puis, le dessin. Les Mmh. dessins, oui. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc maintenant si on zoome sur la justice, comment détecter un enfant victime de maltraitance en justice? Ça, c'est un vaste sujet. Oui. Si on se met, du côté de l'enfant, bon, des bébés, des petits, ils parlent pas, hein, ils vont pas vous dire, «J'ai été victime». Alors, ils parlent pas. Si, ils parlent. Des petits, dès, le langage, peuvent très bien dire, «Papa, il m'a mis le doigt dans la zézette» OK. ou, «Tonton, il m'a mis, le doigt dans le cucu» et ce qu'il faut dire, c'est que les enfants, c'est une autre caractéristique, ont toujours, pour parler des traumas, leur vocabulaire à eux, puisqu'ils ne connaissent pas la sexualité génitale. Mmh. Donc ils vont avoir un vocabulaire particulier, qui va intégrer leur vocabulaire de désignation anatomique, dont ils ont conscience relativement vite. Très vite, un petit de 18 mois, 2 ans, il a la notion, ses fesses, sa zézette, ses seins qu'il va désigner selon un vocabulaire familial et là, il a cette connaissance-là sur lui et sur l'autre. Mmh. Mais il n'a aucune connaissance de la sexualité génitale. Mmh. Donc il va utiliser des mots très particuliers pour désigner les violences sexuelles dont il est victime. Mmh. Il va parler de bâtons de feu, d'abeilles qui piquent, des doigts dans la zézette, de j'avais comme ça un petit garçon qui m'avait raconté, il avait été victime de fellation et de la part, d'un copain de son frère. Ce petit garçon, il avait 4 ans Mmh. et il m'a dit que c'était comme si je suçais une glace, mais c'est pas une glace, c'est pas froid. Il m'a raconté ça comme ça Mmh. et ça, ces discours-là, ils sont authentiques, ils sont Mmh. très vrais Mmh. et ils sont très spontanés et ils viennent un peu à l'emporte-pièce. Et ces enfants vous disent la perplexité, l'incongruité de ce à quoi ils sont confrontés dans les violences sexuelles et la génitalité de l'adulte prédateur. Ils ne connaissent pas et donc ils auront du vocabulaire. Ils vont parler de lait ou de colle ou de glu pour le sperme. Mmh. Ils parleront jamais de sperme. Mmh. Ils savent pas ce que c'est. Ouais. Mmh. Donc au niveau de la justice, Oui. pour l'instant, je peux dire que, il y a au niveau judiciaire une méconnaissance très importante de tout ce champ
du psychotrauma chez l'enfant et chez le petit, même s'il commence à s'en emparer, et aussi une méconnaissance de ce qu'un bébé ou un petit enfant et un plus grand peuvent témoigner. Les plus grands, ils vont parler, mais souvent on ne les croit pas, d'abord. Et il y a tous ces signes qui viennent étayer la validité de ce qu'ils disent. Mais pour l'instant, ça n'est pas pris, je le sais, parce que comme expert, rarement c'est pris en compte. Quelquefois, j'ai été expert en cour d'assises, quelquefois il y a des avocats généraux, des substituts de parquet, de procureurs qui prennent en compte ces éléments, mais pas encore beaucoup. Et beaucoup sont encore convaincus qu'avant 13-14 ans, voire plus tard, un enfant, on ne l'écoute pas parce qu'on ne peut pas le croire. Il n'a rien à dire. Alors qu'un enfant très petit peut dire, et on peut être porte-parole des enfants avec les symptômes spécifiques, très spécifiques des violences qu'ils subissent. Donc, on peut entendre l'enfant, mais souvent on entend dire bah, on ne peut pas l'entendre avant 13 ans. Or, vous avez montré dans votre livre et dans notre échange qu'on peut entendre l'enfant même tout petit. En Allemagne, on auditionne les enfants dès 3 ans. C'est inscrit dans la loi. On a la Convention internationale des droits de l'enfant promulguée par l'ONU le 20 novembre 1989 qui prévoit un article 12, tout enfant a le droit d'être entendu. Un article 19, chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence physique ou mentale. L'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme qui prévoit que l'enfant a le droit d'être entendu. Et en France, on a l'article 388-1 qui prévoit que l'enfant peut être entendu, a le droit d'être entendu. Donc, on a tout un article de loi et il y a un métier qui se développe, qui est le métier d'auditeur d'enfants. Maître Anne-Marion de Cailleux a parlé de ce métier d'auditeur d'enfants pour lequel il existe un diplôme universitaire, une formation et des associations d'auditeurs d'enfants. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, vous m'apprenez cette formation et ces compétences nouvelles qui sont tout à fait intéressantes d'auditeurs d'enfants, qui font suite, je crois, logiquement au protocole Nietzsche qui a été mis en place et à la rigueur qu'on a mis maintenant dans l'audition des mineurs, dans le cadre des UMJ ou des UAPED, dans le parcours judiciaire. Mais d'abord, ce protocole Nietzsche est loin d'être appliqué partout. Là, j'en ai des exemples encore maintenant, d'une part. C'est peut-être pas très, comment dire, politiquement correct, mais je le dis quand même. Et deuxièmement, c'est loin d'être répandu partout. Le recueil respectueux et rigoureux et non incitatif et non répétitif de l'enfant n'est pas du tout encore atteint globalement en France. Personnellement, pour ma part, moi je plaide, et je l'ai dit plusieurs fois à un certain nombre de juges, de magistrats, pour l'expertise et la représentation d'enfants victimes dès qu'ils sont nouveau-nés. On a des éléments, à condition, bien entendu, et je n'ai pas le temps de le développer ici, d'inscrire un enfant de façon systémique dans les lignées dont il fait partie et dans l'analyse systémique et transgénérationnelle de ce qu'il vit et dans l'étude de son carnet de santé, et dans l'étude des symptômes et dans l'étude de grossesse, puisqu'un enfant peut commencer à être maltraité in utero et qu'il va enregistrer les maltraitances puisque l'amygdale cérébrale est constituée et tout à fait parfaite à 6 mois de vie intra-utérine. Et donc, on a des possibilités. Enfin, je plaide activement pour entendre et évaluer judiciairement un enfant dès la naissance. On a 2 autres points qui viennent entraver l'audition des mineurs. C'est d'une part la formation des magistrats. Indéniablement, ils ne sont pas du tout formés. Très peu le sont. Et dans ce chapitre-là, peu sont disponibles pour entendre la parole des enfants. Et il faut aussi rappeler que, par exemple, être juge d'enfant, ce n'est pas un choix pour la plupart des magistrats. C'est un poste par défaut au début de leur carrière. Il faut quand même le dire aussi, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Et que pour la plupart d'entre eux, leur parcours va être orienté vers d'autres postes et d'autres fonctions. Le deuxième aspect qui est important, c'est notre système judiciaire, qui est un système judiciaire pour les mises en cause et non pas pour les victimes.
Donc la victime doit toujours amener la preuve Oui. de ce qu'elle a subi. Donc vous imaginez bien, on a le système judiciaire français qui repose sur l'écoute et la défense des mises en cause, Mm. avec donc les avocats qui vont tout faire pour défendre les mises en cause ou les mises en examen. Et vous avez de l'autre côté, accessoirement, les victimes que la justice française ne comprend pas dans son système judiciaire. À l'inverse, par exemple, du système judiciaire anglais, où c'est à l'auteur d'amener les preuves qu'il n'a pas fait. C'est ça. Mm. Donc c'est très important aussi Oui. pour comprendre mieux les difficultés du déroulé judiciaire des enfants victimes. Qui fait qu'il y a autant de difficultés à prouver qu'un enfant est victime. Oui. Ben, il y a plusieurs raisons, mais il y a l'absence de formation des magistrats, je le Oui. répète. Oui, oui. C'est pas une injure, j'en Non. dis autant Oui, de oui, nous les oui. médecins et de Oui. nous les professionnels de l'enfance. Je Mm. le dirai, voilà, je le redévelopperai tout à l'heure peut-être. Donc il y a un défaut de formation. Oui. Il y a un défaut de connaissance de tout ce dont on vient un peu de parler, ces signes des maltraitances des enfants. Et il y a un système judiciaire qui est, en France, conçu pour défendre les mises en cause. Mm. Et c'est pour ça qu'on voit autant rétorquer aujourd'hui, plaider l'innocence des mises en cause. Et on n'entend pas le droit à la parole des victimes, qui est écrabouillé par l'innocence supposée des auteurs. Mm. Et dans ce cadre-là, du coup, quelles solutions proposez-vous? Donc, de la formation, de la sensibilisation, comme on est en train de faire. J'évoquais donc ce rôle d'auditeur d'enfant qui peut venir en délégation du juge aux affaires familiales. Oui, alors la formation, la formation, la formation, la formation. Voilà. Plus de toute cette chaîne de parcours de l'enfant victime, depuis, je ne sais pas, les sages-femmes, les puéricultrices, les gynéco-obstétriciens, les médecins, les éducateurs, les juges, les professionnels de l'enfance, les enseignants, enfin, et cetera, et cetera. Là, il y a vraiment, une non-formation qui est stupéfiante chez les psychologues, chez les ouais, l'année dernière, je suis allée participer à un congrès international sur les violences aux enfants. J'ai donc fait une conférence sur les violences sexuelles sur les bébés et les enfants. J'ai des confrères gynéco-obstétriciens de 50 ans, 60 ans qui sont venus me voir stupéfaits en me disant: «On n'a jamais entendu parler de tout ça». Mais ils n'ont non plus jamais vu toutes les victimes qui sont venues, les consulter. Ils ne les voient pas. C'est-à-dire qu'ils font les actes de leur fonction médicale, mais ils ne voient pas et ne sont pas formés à rechercher. Voilà. Et Moi, ça, j'avais posé la question à une gynécologue qui avait 55 ans. Vous avez dû avoir, pas mal de victimes de violences sexuelles dans le cadre de vos fonctions, de votre exercice? «Ah non, j'en ai jamais eu», m'a-t-elle dit. Et j'étais stupéfaite quand on sait la fréquence des victimes de violences sexuelles. mmh. Oui, oui, donc c'est là où vous soulevez, donc voir, c'est connaître les signes et du coup reconnaître ce qui se présente chez l'enfant. Alors, il n'y a pas que ça, parce que vous pouvez avoir des informations et des formations et ne pas en tenir compte. Parce que l'occultation, la dénégation sont des mécanismes puissants qui sont supérieurs à la connaissance livresque et intellectuelle. Mais ce serait déjà beaucoup. Oui, ouais, tout à fait. Et vous faites bien Voilà. de soulever ces mécanismes d'occultation parce qu'il y a la formation, en effet. Et dans un précédent podcast réalisé avec Marine Lavédrine, on évoque violence, contrôle coercitif et mécanismes d'occultation. Et on voit, enfin, elle présente le fait que dans des recherches, les mécanismes d'occultation amènent à une neutralisation des choses, en fait. Oui, C'est prouvé, ouais, tout à fait. oui, oui. Ok. Voir sans voir, entendre sans entendre. Vous avez sous les yeux un champ complet de violence que vous méconnaissez, que vous mettez de côté, c'est ce qu'on appellerait dans les statistiques les biais cognitifs. Voilà, et il y a de puissants, moyens psychiques, à l'œuvre pour ces mécanismes d'occultation, de déni, de dénégation, de refus de voir, et cetera. C'est très clair sur cette partie également. Quelles solutions autres voyez-vous? Donc, on a parlé de formation, on a parlé de sensibilisation sur toutes ces notions et tous ces signes de l'enfant et du bébé maltraité. Est-ce que vous voyez d'autres points? On a parlé
au départ de euh, la théorie de l'attachement, de sécurité. Peut-être qu'on peut évoquer un mot là-dessus? Il y a tellement à dire. Oui. Donc c'est sûr que dès qu'un bébé naît, il est déjà inscrit dans une relation et dans une lignée, dans une histoire de famille. Et c'est vrai que dans outre la formation des professionnels, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y aurait, c'est des vœux pieux, hein, mais l'intérêt de développer une politique parentale, une politique de soutien parental. Euh, Quand j'ai commencé à exercer mon travail de pédopsychiatre en 1985, on était en fait dans le plein essor de Brazelton, de Daniel Stern, de Bertrand Kramer, dans les conditions thérapeutiques mère-bébé, dans les compétences des bébés, les compétences parentales, etc. Il y avait un puissant développement de formation, de soutien, d'aide à la parentalité, de reconnaissance conjointe avec les parents de qui est leur petit homme qui vient de naître et qui grandit avec eux, et de faciliter, favoriser les liens d'attachement, repérer précocement les troubles d'interaction, les facteurs qui risquent d'entraîner des difficultés d'interaction, etc. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 85, ça fait 50 ans. Et j'assiste aujourd'hui, j'allais dire très triste, un détricotage, à une perte de tout ce qui avait été instauré, initié. Et on a une diminution drastique de tous les professionnels, PMI, petite enfance, médecine scolaire, tout ce réseau qui travaillait autour de l'enfant et de la famille et qui repérait précocement et qui permettait d'accueillir et de travailler précocement sur les difficultés, de conseiller les parents, de les soutenir, enfin, d'aider les bébés, de trouver des solutions pour les préserver, pour les mettre, les protéger, des aménagements. Hmm. Moi, j'ai travaillé comme ça sur des placements à temps partiel avec une mère et sa fille. Je me rappelle très bien. Cette mère, il a fallu travailler longtemps pour qu'elle accepte, mais ce bébé, on le plaçait sur des périodes de temps parce qu'elle avait des graves addictions et qu'il fallait qu'elle avance. Et cette femme, elle a avancé et 3 ans après, elle a récupéré sa fille et on travaillait avec la PMI, on travaillait avec la médecine, enfin avec l'école, avec la structure de garde de cette petite fille. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres, hein. Et on peut faire des choses, mais il faut des moyens. Et aujourd'hui, moi, je déplore que systémiquement, les enfants sont totalement absents de nos politiques actuelles. Totalement. Et là, c'est dramatique. On a une diminution des professionnels, il y a quasiment plus de pédiatres, quasiment plus de pédopsychiatres. Les PMI sont raréfiés à l'extrême, sont épuisés par le travail qu'ils ont à faire, parce que le travail ne s'arrête pas pour autant. La médecine scolaire est réduite à peau de chagrin, une infirmière scolaire pour, je ne sais pas, 4-5 établissements. La prévention, on peut même plus y penser à la prévention. On est dans éteindre des feux et encore pas tous les feux. On est là aujourd'hui. Et l'enfant n'a jamais été aussi peu au cœur des politiques actuelles, voire même nié et maltraité institutionnellement et politiquement. Mm. Donc l'idée, c'est de dire, il y a besoin de moyens, il y a besoin de prévention, il y a besoin de soutien à la parentalité. Travail précoce sur la parentalité, Voilà, oui, la bien sûr. parentalité, et Oh, oui, bien sûr. notamment pour rejoindre avec ce que vous disiez tout au début, on est sur le sujet des maltraitances, donc soutien à la parentalité du parent protecteur et de l'enfant Oui, en même temps, bien sûr. pour apporter cette sécurité, puisqu'il en va de son développement à court terme et à plus long terme, et finalement de la société en général. Alors, est-ce que vous auriez, docteur, un mot de la fin, s'il vous plaît? Euh, c'est un chantier immense. C'est c'est un chantier immense et on est nombreux à œuvrer pour une amélioration, une meilleure connaissance et tout. J'aimerais vraiment, si je pouvais avoir une baguette magique, je ferais des vœux de formation des professionnels, d'une écoute respectueuse et de croire les enfants et les parents qui les protègent
Et bien entendu, ne pas oublier un volet essentiel qui est celui des soins spécifiques dont ont besoin ces enfants, heu, qui ont subi des traumatismes répétés, qui constituent bien sûr, un psychotraumatisme dont il convient d'assurer progressivement une prise en charge, spécifique, durable et respectueuse et bienveillante. Voilà, c'est les 3 vœux que je ferai. En Ouais, ayant l'idée qu'en semant des petites graines, il y en a certaines qui pousseront. tout à fait. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci pour votre expertise, cet échange qui est très riche et qui, je suis sûre, va aider beaucoup de personnes. Merci au docteur Pearson pour la richesse de son témoignage et son expertise sur le sujet. Vous pouvez retrouver dans son livre Le bébé se tait, mais il parle aux éditions Duno beaucoup d'exemples et d'autres éléments encore. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!